Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera du père du Big Bang avec Pierre Léna, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, et Dominique Lambert, philosophe des sciences, professeur à l'Université de Namur et membre de l'Académie royale de Belgique. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au rapport entre la science et la foi, en nous passionnant pour le chanoine Georges Lemaître. Ce prêtre belge est en effet l'inventeur de la théorie scientifique du Big Bang qui explique la création de l'univers. Comment cet homme de foi est-il parvenu à proposer l'une des théories les plus importantes de la science moderne? Et comment cela ne remet-il pas en cause ses convictions religieuses? Pour répondre à ces questions difficiles, deux invités. Valérie Paul Boncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de chimie et des matériaux de Paris-Est, et vous êtes également consacré dans la communauté de l'Emmanuel. Jean-Yves Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication d'Histoire du christianisme magazine, qui consacre son numéro sur le père du Big Bang, Georges Lemaître. Voilà. Alors, on va essayer donc de voir un peu qui est Georges Lemaître et aussi d'interroger les rapports entre la foi et la science. Mais pour commencer, j'ai envie qu'on fasse un petit peu une petite vie de Georges Lemaître, qu'on explique un peu qui c'est. Alors, Jean-Yves Rioux, pour vous, c'est qui Georges Lemaître? Georges Lemaître, c'est d'abord un génie. C'est un petit peu le titre du magazine. C'est un génie, mais c'est un génie oublié, méconnu. Et c'est ça qui est dommage, parce que je pense qu'il a une stature scientifique très importante. Enfin, c'est un Teilhard de Chardin à l'échelle de la France, et en fait, il n'est pas connu. Alors, moi, je m'intéresse depuis longtemps à Georges Lemaître, sans maîtriser évidemment tous les aspects techniques, parce que le sujet est complexe. Mais ce que j'aime beaucoup chez Georges Lemaître, en premier, c'est la personnalité. C'est un homme très chaleureux, c'est un homme jovial, c'est un homme qui a la réputation d'avoir un rire tonitruant, et c'est quelqu'un d'infiniment sympathique, très aimé de ses étudiants, donc c'est une personnalité déjà très attachante. Ensuite, c'est un scientifique de génie, ça on aura l'occasion d'y revenir. C'est aussi un prêtre, donc un prêtre catholique, qui a eu une carrière ecclésiastique. Il est abbé, il est chanoine, il finira Monseigneur Lemaître, c'est-à-dire président de l'Académie pontificale des sciences. Voilà, c'est un enseignant, enfin, il est essentiellement professeur à Louvain. Il est chercheur, et j'ai envie d'ajouter aussi pour terminer le portrait que c'est un homme courageux, parce que c'est un homme qui a fait la guerre, et il a été marqué par la guerre, peut-être comme Teilhard de Chardin a été marqué aussi par la guerre. Il a fait la guerre de 14, il s'est battu sur l'Isère. L'Isère, l'armée belge a perdu 75 000 hommes, enfin il s'est battu, il s'est engagé d'ailleurs à 20 ans, très, très courageux, et ensuite, il était en l'artillerie. D'ailleurs, c'est un homme aussi qui avait plein d'humour, parce qu'en fait, il n'a jamais terminé officier, parce que après la guerre sur le front, sur l'Isère, il est passé en l'artillerie, et il n'a jamais accédé au grade d'officier, parce qu'en fait, pendant un cours de balistique, il a repris l'officier qui faisait le cours en disant « je crois que le manuel est faux ». Et donc, du coup, ça a créé un hiatus, il y a eu un problème. Pour vous, qui est scientifique, c'est qui Georges Lemaître? Alors, Georges Lemaître, c'est effectivement quelqu'un qui a su allier effectivement sa vie de foi et son travail scientifique. Je pense en étant pleinement à la fois chercheur et puis pleinement aussi ce qu'il était comme prêtre et toutes les missions qui ont pu être confiées comme prêtre, et qui a voulu vivre à fond finalement cette double vocation qu'il a reçue, je crois, assez jeune. Et voilà, c'est beau, c'est qu'il il a vécu pleinement ce qu'il avait à vivre. Alors c'est vrai qu'on va reparler un peu de ce que c'est que la théorie du Big Bang, comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là, parce que c'est tout un processus de réflexion, de discussion. Voilà, mais c'est quelqu'un effectivement qui n'est pas très connu et qui pourtant a apporté quelque chose de vraiment très important dans le domaine scientifique. Voilà, un témoin, je pense. Sur le plan religieux, peut-être qu'on peut dire que c'est, en fait, comme vous dites tout à fait justement, c'est une vocation, il a les deux vocations, mais il est très jeune. On va expliquer, c'est-à-dire qu'on va faire un peu la petite vie. L'âge de 9 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une double formation. Oui. Il a une formation scientifique et une formation religieuse. Oui, enfin, il a un appel au sacerdoce à l'âge de 9 ans. Il est né dans une famille très, très riche humainement, très, très religieuse aussi.
ça a un lien sûrement, enfin c'est pas qu'un lien, mais... Et en fait, très vite, il dit à son père qu'il a une vocation sacerdotale, mais son père lui dit d'attendre très, très sagement, et en fait, la vocation est contrariée par la guerre. Et avant, son père lui dit, suis une formation, donc il a une formation d'ingénieur. Passe ton bac d'abord. Exactement, exactement. Et donc il a une formation d'ingénieur des mines qui lui plaît pas trop d'ailleurs en fait. Donc il cherche son chemin. Et puis ensuite donc c'est contrarié par la guerre. Et après la guerre il va faire un doctorat en mathématiques. Mais en fait le maître il veut être prêtre. Donc en fait les deux vocations effectivement le travail. Et après la guerre, il va entrer, après son doctorat, il va entrer au séminaire des vocations tardives, c'est-à-dire des gens qui ont été contrariés par la guerre. Et c'est là où il a connu quand même le cardinal Mercier aussi, qui est une grande figure du catholicisme européen, belge bien sûr, mais européen, du renouveau thomiste, etc. Enfin, il y a des filiations extrêmement... Il a rencontré des gens assez extraordinaires aussi pendant son parcours, tant ecclésiastique que scientifique. Alors, donc, double formation, vous dites qu'il fait une thèse de mathématiques, puis après il va faire une thèse de physique, sur la physique d'Einstein d'ailleurs. Alors, ce n'est pas une thèse, Régis, il fait un mémoire après. Oui. C'est-à-dire, quand il est au séminaire, il fait un mémoire sur la relativité d'Einstein. Alors là... Bon, c'est difficile à expliquer. Et en fait, il gagne une bourse d'études parce que Mercier, le cardinal Mercier, qui est quelqu'un d'extrêmement fin et d'intelligent, qui est donc l'archevêque de Bruxelles, qui est l'archevêque de Malines, Bruxelles, perçoit chez le maître aussi des capacités, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné qu'il ait fait les deux. Et évidemment, pense que c'est quelqu'un qui finira à Louvain comme enseignant. Donc en fait, il fait un travail sur la relativité d'Einstein que peu de gens maîtrisent à l'époque. Je pense dans les années 20. Oui. Il fait un travail qui est reconnu puisqu'en fait, il obtient une bourse pour aller en Angleterre poursuivre sa formation en astronomie, où il va rencontrer Sir Arthur Eddington, qui va jouer aussi un rôle important dans son cheminement. Donc ce travail sur Einstein lui permet d'obtenir une bourse alors qu'il est au séminaire. Où il a fini le séminaire, enfin il est juste ordonné. Voilà, donc donc c'est un homme brillant, et puis justement à un moment, et c'est là où on va arriver on reviendra sur le côté prêtre tout à l'heure, mais on arrive sur le monde scientifique. Il commence par faire une première découverte. Alors, il va falloir peut-être que vous nous expliquiez un peu, que vous remontiez un peu en arrière pour nous expliquer ce que c'est que la formation de l'univers et quelles sont les théories en présence. Mais d'abord, sur quoi il travaille ? Donc, alors il a travaillé effectivement sur les équations de la relativité. Il est mathématicien, donc il travaille sur ces équations et il découvre qu'effectivement... en fonction finalement d'une certaine constante que Einstein avait ajustée pour que l'univers soit stable, donc un univers fixe finalement, comme on le pensait depuis des siècles, depuis Aristote, on avait cette image d'un univers complètement statique. Et donc lui, il découvre en travaillant ces équations d'Einstein que l'univers peut aussi soit être en expansion ou en contraction. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs modèles d'univers. C'est-à-dire, pour bien comprendre, Einstein avait postulé que l'univers était stable, et lui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans les équations et qu'il faut penser à un univers qui n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il voit que c'est possible. Il ne dit pas Einstein s'est trompé à ce moment-là, il dit les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir ce type d'univers. Il dit c'est dans la logique en fait de la relativité d'Einstein qui est un univers en expansion. Et il y a quelqu'un qui le dit avant lui d'une certaine manière, et il ne le sait pas d'ailleurs. Oui, qui est Friedman, qui était un astronome russe, qui avait aussi repris les travaux d'Einstein et qui était arrivé à la même conclusion. Si ce n'est que, je crois qu'il s'est heurté à Einstein, qui était tellement convaincu que l'univers était statique, qu'il n'a pas osé publier tout de suite ses résultats. Et donc, Georges Lemaître a fait ce travail indépendamment, finalement, de Friedman, mais ils arrivent tous les deux à la même conclusion. Et même, il y a un conflit entre Friedman et Einstein, parce qu'en fait, Einstein dit à Friedman, c'est pas possible. Et en fait, après, Einstein reconnaît que si, c'est possible, parce que c'est Einstein qui a fait une erreur de calcul. Et en fait, Friedman meurt très vite. Et comme vous dites, après, Lemaître va trouver ça tout seul aussi. Il trouve ça tout seul et il va le croiser avec l'astronomie. Alors, comment il fait ? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il voit ce possible. Mais c'est un modèle mathématique, donc c'est une possibilité. Et donc, il a la chance d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis, où il va aller notamment au MIT. Et donc là, il va être au courant de toutes les grandes découvertes astronomiques. Et donc, il apprend les travaux de Hubble, qui ne sont même pas encore publiés. Et là, donc Hubble, si je peux me permettre de rentrer un peu dans les détails. Pour la majorité d'entre nous, Hubble, c'est le télescope. C'est ça. Oui. Alors, c'est avant tout un grand scientifique. Voilà, un grand astronome, alors qui lui-même, en fait, a utilisé des photos, des images qui avaient été prises par un autre astronome. Et donc, il étudie ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a notre système, le Soleil, avec nos planètes qui tournent autour.
Et le Soleil lui-même fait partie d'un ensemble de milliards d'étoiles qu'on appelle la Voie lactée, qui est la galaxie. Alors en hiver, quand on a un ciel très dégagé, on voit cette traînée blanche qui est en fait le système dans lequel on fait partie. Oui. Le Soleil est une étoile parmi ces milliards d'étoiles. Une galaxie, c'est un ensemble de systèmes. Voilà. D'accord. Et donc, quand on voit toutes ces galaxies, si on va voir plus loin, si on a la possibilité d'avoir un appareil qui nous permet d'aller voir plus loin que ce qu'on peut voir, on s'est aperçu, en tout cas c'était les travaux d'Hubble, c'était qu'il y avait d'autres systèmes d'étoiles qu'on appelait des nébuleuses au début, après auxquelles on a donné le nom de galaxies, en fait qui sont à des distances aussi encore plus éloignées de nous. Et donc il étudie ces nébuleuses, et ce qu'il observe, c'est qu'elles ont une particularité. Normalement, quand on étudie la lumière, on doit s'attendre à trouver la position de la lumière à certaines valeurs. Oui. Et donc, elles sont toutes décalées un peu vers le rouge, ce qui veut dire qu'en fait, elles s'éloignent de nous. Ça peut être interprété comme ça. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent, en fait. Alors, comment est-ce qu'on le voit des propriétés de la lumière? Alors, en fait, si vous voyez la lumière blanche, par exemple, si on prend... S'il a fait de la pluie, on va avoir un arc-en-ciel. Donc on voit que la lumière se décompose. On peut utiliser un prisme ou un appareil qui va décomposer et on peut analyser plus finement la lumière qu'on reçoit finalement, que ce soit du Soleil ou que ce soit de ces nébuleuses. Et donc les galaxies, qu'on comprenne bien, les galaxies qui sont hors de notre Voie lactée, on les a observées et au lieu de les voir blanches, on les a vues d'une couleur qui n'aurait pas dû être celle qu'on a vue. Alors on les voit un petit peu plus rouges que ce qu'elles auraient dû être. Oui. Et surtout, effectivement, plus elles sont loin, plus elles sont décalées. Alors cet effet de décalage, la question c'est comment l'interpréter. Ça, c'est une observation. Oui. Et donc, Hubble a l'idée de dire, mais c'est les galaxies qui s'éloignent. Donc, il y a une fuite des galaxies. Alors, vous avez C'est le maître qui dit ça. Hubble avait déjà cette idée de dire que ça pouvait être les galaxies qui s'éloignent. Mais la question, c'est pourquoi. Oui. Et c'est tout au niveau de l'interprétation. Donc, ça, c'est une observation, je dirais, expérimentale. Et alors, le génie de Lemaître, c'est qu'il a croisé finalement les travaux qu'il avait fait sur les équations d'Einstein, et donc cette possibilité effectivement d'un univers qui se dilate, avec cette observation qu'a fait Hubble et cette interprétation que ce sont les galaxies qui s'éloignent, et d'autant plus qu'elles sont plus éloignées. Alors, je peux vous donner une petite image, deux images même. Vous prenez un ballon sur lequel vous avez dessiné des petits points, puis vous gonflez le ballon. Voilà. Et donc, les points qui sont sur le ballon vont s'écarter au fur et à mesure que le ballon se gonfle. Et donc, plus ils seront loin les uns des autres, plus ils vont s'éloigner rapidement les uns des autres. Donc ça, c'est une image un peu à deux dimensions. Oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les galaxies qui bougent, c'est l'univers. Voilà. C'est tout qui bouge. C'est l'univers qui bouge. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, parce que nous, on est dans un système où finalement, on a l'impression que l'univers est stable et que les objets bougent. Là, c'est tout le système qui bouge. Exactement. Voilà. C'est tout qui est en train de se dilater. On peut dire ça comme ça. Ne bougent pas, elles sont emportées par le... Voilà. Et ça c'était ce qu'avait vu Einstein, quand il décrit l'univers comme un espace-temps. Il voit qu'effectivement, les galaxies sont à l'intérieur d'un système qui lui-même a certaines propriétés. Voilà. Alors une autre idée, une autre image un peu concrète, mais en 3 dimensions, si vous faites une brioche et puis vous mettez des raisins dans votre brioche de façon à peu près répartie de façon à peu près statistique, puis vous mettez votre brioche au four, c'est pareil, elle va gonfler. Les grains de raisin vont s'éloigner les uns des autres. Voilà, oui, c'est très éclairant ça, parce qu'il faut s'imaginer, nous, un des grains de raisin qui observons au sein de la brioche les autres qui bougent. Voilà, donc c'est ça. les choses sont en train de bouger en même temps, que nous, je ne sais pas comment on peut dire ça, tout est en train de rentrer en expansion. Tout est en train de bouger, mais ce n'est pas les grains qui bougent, en fait ils sont emportés par la pâte qui se gonfle. Nous on est emportés par l'univers qui se gonfle. D'accord. Et ça c'est ce que propose comme interprétation des travaux de Hubble. Georges Lemaître propose ça. Et c'est un coup de génie, parce que c'est la révolution. Et pourquoi c'est un coup de génie? Parce qu'en fait, les gens imaginent l'univers statique, on est en train de faire la révolution. Ça veut dire aussi que l'univers a une histoire, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la durée. Vous voulez dire que comme les choses sont en train de rentrer en expansion, il faut imaginer qu'il y a eu un moment où c'était... C'est ça l'idée? Peut-être que je vais trop vite, parce qu'il va le dire après. Ça, oui, mais quand vous dites qu'il y a une histoire, c'est ça. Oui, c'est de dire, si c'est en train de bouger, c'est que le mouvement a commencé à un moment. Ouais. Et donc, voilà. Donc ça c'est la deuxième théorie qui va... Alors, la première chose, juste pour revenir à cette explication que trouve Georges Lemaître, qui publie,
Et alors, Einstein et Hubble ne sont pas du tout d'accord avec lui. Oui. Le moment, ils disent c'est assez abominable, ça fait trop penser à l'idée de la création. Enfin, voilà, il y a comme, alors que c'est eux qui sont finalement, l'un par son modèle, l'autre par ses expériences, à l'origine de l'idée que va développer Georges Lemaître, eux-mêmes ont du mal à être convaincus. Et c'est en fait Eddington qui avait encadré son stage à Cambridge, avec qui, 3 ans plus tard, en fait, est en train de se dire, mais il retrouve les observations d'Hubble qui enfin sont publiées et dit mais on n'arrive pas à les expliquer. Et alors Georges Lemaître qui entend parler en disant mais moi je vous ai donné une explication. Oui. Et donc à ce moment-là, Eddington et puis Sitter, qui était un autre astronome qui s'était intéressé à cet effet, lui disent mais effectivement il a raison. Et donc il faut faire connaître ses résultats. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à être connu, alors que la première publication finalement n'avait pas reçu un écho très important. Donc 1927. Donc première découverte, on s'aperçoit que le cake est en train de gonfler. Alors deuxième chose, l'explication du cake en train de gonfler. Deuxième chose, et c'est ce que vous disiez, il faut en conclure, il faut aller jusqu'au bout. Et après il fait émerger, donc je parle sous contrôle, là, il fait émerger ensuite en 31. Donc 4 ans après, il propose l'idée d'un atome primitif. Alors un atome primitif, ça veut dire quoi? C'est une espèce de soupe peut-être plus qu'un atome. Enfin, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a quelque chose au départ. C'est-à-dire que si l'univers est en expansion, il y a une histoire, il y a quelque chose au départ. Mais là, je passe le ballon. Et donc pour reprendre l'image du cake, il y avait une pâte. Il y a quelque chose. En fait, on peut prendre un film, si on passe le film à l'envers. Il déroule le film. Voilà. Donc lui, il se dit, on va imaginer ce qui s'est passé si on vient en arrière. Donc il imagine qu'effectivement, les galaxies se sont rapprochées. Et il y a un moment où elles étaient tellement proches que finalement, on arrive à voir quelque chose qui est extrêmement dense. Et alors, à l'époque de Georges Lemaître, on n'avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'atome, sur toutes ces particules. C'était encore un champ à explorer. Et donc pour lui, ce qu'il peut imaginer de plus dense à ce moment-là, c'est effectivement le modèle de l'atome, parce que c'est ce qu'il y a de plus, la particule la plus élémentaire qu'on connaisse à ce moment-là. Et donc il dit, finalement, on pourrait imaginer qu'au début, l'univers était un atome très très dense, puis tout d'un coup, il se met à exploser. Et il s'explose en petits morceaux de matière. Et c'est ces petits morceaux de matière qui, à un moment, vont d'abord s'étendre, puis ensuite vont se regrouper entre eux, faire des espèces d'amas, en fait, et vont former les galaxies. Parce qu'à un moment, si ils se rapprochent, la matière se rapproche, il y a un effet d'attraction par les forces de gravité, et donc la matière se recondense en fait. Donc on a un système d'explosion, et après on dirait des petits grumeaux qui se forment dans la matière et qui vont devenir des galaxies. Et c'est donc ça qu'on appelle le Big Bang. C'est ça qu'on appelle, enfin pas tout de suite, parce que le terme sera utilisé par dérision d'ailleurs, c'est par un opposant de Lemaître qui dit voilà le père du Big Bang, il se moque de cette espèce d'atome. Lui, alors, c'est un type qui s'appelle Fred Hoyle, mais dès qu'il trouve cette hypothèse, qu'il propose cette hypothèse de l'atome primitif, c'est là où Albert Einstein et d'autres lui disent non, c'est pas possible, ça fait trop penser l'idée de création, et quelque part. Georges Lemaître est suspecté. Il porte un clergyman, il est suspecté d'apologétique. Il a inventé ça parce qu'il veut nous prouver l'existence de Dieu. Jean-Yves Rioux, vous me faites la transition, vous devriez faire de la télé. Régis, En effet, il y en a un qui voit ça un peu comme une divine surprise, c'est le pape Pie XII, qui en 1951 fait un discours que Georges Lemaître n'a pas vraiment apprécié. On va écouter le discours de Pie XII, après vous m'expliquerez ce que Georges Lemaître en a pensé. Avec le même regard limpide et critique, dont l'esprit éclairé et enrichi par les connaissances scientifiques examine et juge les faits, il y entrevoit et reconnaît l'œuvre de la toute-puissance créatrice, dont la vérité suscitée par le puissant fiat prononcé il y a des milliards d'années par l'esprit créateur s'est déployée dans l'univers. Il semble en vérité que la science d'aujourd'hui, remontant d'un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire témoin de ce fiat lux initial, de cet instant où surgit du néant avec la matière un océan de lumière et de radiation, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s'assemblaient en millions de galaxies. Ainsi, création dans le temps, et pour cela un créateur, et par conséquent, Dieu. Le voici donc, encore qu'implicite et imparfait, le mot que nous demandions à la science et que la présente génération attend d'elle. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Avec les invités de Régis Burnet, on parle de l'inventeur du Big Bang.
Voilà, donc c'est un discours de Pie XII à l'Académie pontificale des sciences. Vous disiez, on a suspecté le maître comme il était en clergyman, de vouloir retrouver le doigt créateur de Dieu. Exactement. Le pape Pie XII va un peu vite. Il va un peu vite, oui. C'est-à-dire que il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire, en fait, c'est en 1951, novembre 1951, qu'il fait ce discours devant l'Académie pontificale des sciences. En fait, quelques mois plus tôt, en 50, il a publié une encyclique, Humani Generis, où, disons, Rome, d'une certaine manière, crosse les théologiens, et notamment français, qui travaillent au niveau philosophique et théologique. Et alors, en fait, Rome va essayer de se repositionner en disant « mais non, c'est pas vrai, on n'est pas contre la science », parce qu'ils sont critiqués. Regardez, la science, l'astrophysique, par exemple. Et donc, il fait ce discours pour montrer que les physiciens, quelque part, en plus, Pie XII est quelqu'un qui est passionné par l'astronomie, donc montrer que les physiciens font du bon travail et que l'Église n'est pas du tout contre la science. Et en fait, oui, le maître est offusqué, enfin pas offusqué, c'est quelqu'un de très, très attaché au pape, quelqu'un bon, il n'y a aucun problème avec le maître, mais il est très gêné parce que sa position est inconfortable dans le monde scientifique, et voilà que le pape semble cautionner l'hypothèse de l'atome primitif. C'est pas dit, mais c'est indirect. Il semble cautionner cette hypothèse. Or, le maître sait pertinemment, d'abord qu'il est attaqué sur ces questions-là dans le milieu scientifique, mais qu'il n'a pas la preuve. Il n'a pas la preuve. Il a une hypothèse, elle est déduite. Il a évidemment des équations mathématiques, mais il n'a pas la preuve. Il la cherche, la preuve. On la trouvera d'ailleurs, la preuve, mais à ce moment-là, elle n'est pas là, et donc il n'est pas très content. Donc. Vous auriez, si vous étiez Georges Lemaître, vous auriez été contente ou pas? Je pense que, vu tout le contexte dans lequel il était, c'est vrai que c'était très gênant. Oui. Parce que le pape, évidemment, il est un peu sous les projecteurs, donc ce qu'il dit a une répercussion importante. Je veux dire, si dans une discussion comme ça, on dit c'est vrai que ce modèle me fait penser à la Genèse, à la création, bon. Mais vu sa position, vu ceux à qui il s'adressait, c'est une parole qui a quand même une certaine autorité et qui semble effectivement confirmer cette espèce de concordisme, finalement, dont on accuse Georges Lemaître. Oui. Et donc, lui, il est très mal à l'aise parce que, d'abord, effectivement, c'est une théorie scientifique qui n'a pas encore été complètement validée. Ensuite, il dit, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est le début physique de l'origine de l'univers tel qu'on peut le connaître par la science, c'est-à-dire à la fois par l'expérience et par les modèles qu'on peut faire. Mais on ne sait pas d'abord ce qu'il y avait avant. Il peut y avoir très bien autre chose avant. Lui, il imaginait même qu'il pouvait y avoir un univers en contraction et ensuite qui redonnait un nouvel univers. Donc, bien sûr, on n'a aucune preuve, mais il disait que ce n'est pas impossible. On pourra toujours trouver un jour d'explication. Donc, ce qui le mettait très mal à l'aise, c'était qu'il y avait cette confusion entre le niveau de la science et puis ce qu'on appelle le niveau métaphysique de la création, sur lequel il tenait beaucoup, en disant, en fait, ce que Dieu fait quand il crée, c'est qu'il donne l'existence à partir de rien, et qu'il continue à maintenir dans l'existence. Donc, il y a une sorte de confusion, en fait, entre la notion de création telle qu'on peut le penser au niveau de la révélation, de la foi, et puis ce qu'on observe à travers ce modèle scientifique. Alors vous avez prononcé un mot-clé qui est le mot de concordisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le concordisme? Alors, le concordisme, c'est justement, la science ne cesse d'avancer dans la connaissance du monde, et on sait depuis, de Galilée, qu'il y a des choses qu'on pensait vraies et qui finalement se révèlent différentes de ce qu'on croyait. Et donc, le concordisme, c'est d'essayer de dire, tel résultat de la science, finalement, me permet d'expliquer telle chose que je vais trouver dans un texte de la Bible, par exemple, et donc va, quelque part, apporter une preuve de ce que la Bible a raison. Voilà, ce qui est effectivement, si c'est fait de façon trop directe, c'est très gênant, parce que d'abord, effectivement, la science, elle évolue, et puis, le but, finalement, de la Bible, c'est pas tellement de nous dire comment s'est formé le monde, mais c'est plutôt de nous dire comment est-ce que Dieu... quelle est la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la création. Quel projet a Dieu sur le monde. Et en fait, le maître dit Dieu n'est pas une hypothèse, donc il ne veut pas faire entrer Dieu dans les hypothèses scientifiques. Et entre la tentation concordiste d'une certaine manière et d'autre côté, ce qu'il rencontre lui dans le monde anglo-saxon notamment, parce qu'il a beaucoup travaillé dans le monde anglo-saxon, américain notamment, la tentation, disons, discordiste, c'est-à-dire le concordisme d'un côté, si on va ensemble, le discordisme, on se sépare complètement, il cherche une troisième voie, et la troisième voie, c'est la théorie des deux chemins, qui va élaborer petit à petit et qui est discutable, mais la théorie des deux chemins. Dont on va parler tout à l'heure, mais avant, on a fait un petit saut chronologique, il émet ses hypothèses.
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, donc vous avez dit qu'il est très contesté, etc. Et cette histoire du pape ne lui simplifie pas la vie. Est-ce qu'il va trouver des preuves de ce qu'il avance, ou est-ce qu'il mourra sans savoir s'il avait raison? Alors en fait, donc c'est là où il faut revenir un petit peu à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on explique que la matière se condense et donc au début on aurait un atome primitif qui se met à exploser. Donc l'idée de Georges Lemaître, c'est de dire si cet atome explose, donc non seulement il va donner naissance après aux galaxies, mais ensuite il y a des rayons qui vont être émis au moment de l'explosion dont on devrait avoir la trace aujourd'hui. Et donc lui, il pense que cette trace, finalement, c'est sous forme de rayons cosmiques. C'est un fossile, en fait. C'est un fossile. Un rayonnement fossile. C'est un fossile du Big Bang. En gros, ça fait boum, et donc il y a une sorte d'onde de choc, ou quelque chose comme ça, on peut dire, un rayonnement. Alors en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que les particules, on sait qu'il y a des particules qui traversent, j'allais dire l'univers, dans le vide, etc. Ouais. Donc c'est des particules, ça peut être, alors pas être trop technique, mais on se rappelle des électrons, des noyaux d'atomes, ou d'autres particules, par exemple, qu'on appelle des neutrinos. Enfin, il y a des tas de particules qui traversent l'univers sans arrêt. On est sans cesse bombardé par des rayons cosmiques, même si on ne les sent pas. Il y en a les plus gros, je dirais, sont arrêtés par l'atmosphère, mais il y en a qui traversent même, qui peuvent nous traverser complètement. Et donc, il se dit, si cette explosion a lieu, on devrait en voir la trace. Et on devrait retrouver quelque chose à travers ces rayonnements de ce mouvement initial. Et il n'est pas le seul à se dire ça. Il y a des gens qui cherchent. Je crois qu'il y a un Gamov qui cherche. Et d'ailleurs, curieusement, le maître ne s'intéresse pas à ses travaux. Donc c'est un peu curieux. Il cherche quoi? Il cherche ce que dit des traces du rayonnement fossile. Et alors, comment on peut le sentir, ce rayonnement fossile? Puisque vous dites... il y a un Nobel qu'ils ont reçu un Nobel dans les années 70, 75. Et alors, mais comment on fait pour découvrir ce rayonnement? L'expliquer, ça. Allez, faites un petit effort. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir ce rayonnement fossile? Donc, il y a toujours pareil, c'est ça qui est intéressant. Il y a une hypothèse scientifique en disant si tel événement a lieu, on devrait observer tel phénomène. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1965, il y a deux astronomes américains, donc qui s'appellent Penzias et Wilson, si je ne me trompe pas. C'est ça, Penzias, Wilson. Qui observent, alors ils ont leur télescope branché, et ils observent ce qu'on appelle un rayonnement, mais qui est millimétrique. Alors millimétrique, vous voyez ce que c'est qu'un millimètre? Oui. Voilà. Donc c'est, je dirais, une certaine caractéristique de la lumière, et qui est présent de façon homogène dans toutes les directions de l'espace. Et donc il ne peut pas venir d'une étoile ou d'une galaxie. Il ne vient pas d'un objet particulier, c'est quelque chose comme une enveloppe qui vient de tout l'univers. Il vient de partout, donc ça veut dire qu'il ne peut venir que de la... je reprends toujours cette image du gâteau que je trouve très éclairante. C'est en gros la marque que le gâteau est en train de... il vient de partout, la température qui a permis à ce que... Alors, je ne sais pas, il y avait une image où on voyait notamment des télescopes Cobb, si on peut la regarder, ce serait bien. Voilà, parce qu'il y a trois images qui sont intéressantes. Alors, la première image, c'est l'observation qu'ont faite Penzias et Wilson. Et donc, ils voient ce rayonnement qui leur arrive de toutes les directions. Et alors, au début, ils sont assez interloqués. Et puis, à un moment, ils ont l'idée de rapprocher finalement ce rayonnement de cette hypothèse de Gassmo, que finalement, on devrait voir, alors non pas des particules, mais en fait un reste de ce qui s'est passé au début de l'univers, qu'on appelle effectivement un rayonnement fossile. Alors, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, mais ce rayonnement, donc, on a pu l'expliquer après. On a pu expliquer qu'en fait, au début, l'univers qui se forme est à très, très haute température, très chaud, très dense, tellement dense qu'en fait, la lumière ne peut pas sortir de cet univers. Oui. Et donc, petit à petit, il se refroidit. Alors, il y avait une autre image qui montre on va essayer de la regarder. Voilà, qui montre un peu ce modèle. Donc, l'univers très dense et très chaud se développe dans l'espace et le temps, là, et à un moment se refroidit. Et il y a une certaine époque, alors qu'on date 300 000 ans après le début du Big Bang, où en fait les noyaux qu'on appelle les protons et les électrons se rassemblent pour former des atomes d'hydrogène. Et donc on a la constitution des premiers atomes à ce moment-là. Et là, il se passe aussi un changement, c'est que la lumière qui ne pouvait pas sortir de l'univers, parce que ça devient des atomes d'hydrogène, ça devient transparent à la lumière. Et donc à ce moment-là, on estime que la température de l'univers, c'est 3000 degrés.
Voilà. D'accord. C'est encore chaud, mais Oui, ça oui. permet à ce que les atomes puissent exister, parce D'accord. qu'avant, il y avait trop d'agitation. En bref, tout ça montre que le maître a raison. Voilà. C'est ça Et c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'apprend. Voilà. Il apprend Oui. en 65, il est sur un lit d'hôpital, il va Oui. mourir l'année suivante, en 66. Mhm. Et la mauvaise, c'est qu'en fait, il n'avait pas imaginé le rayonnement fossile dans cette constitution-là, je crois. Non, Voilà. parce qu'en fait, c'est un rayonnement thermique, alors que lui, il pensait plutôt à des particules. Mais en tout cas, cette découverte est effectivement tellement importante, donc ils auront un prix Nobel, Ouais. parce que c'est une confirmation de quelque chose qui était prédit par ce modèle. Alors, ils ont un prix Nobel et pas le maître. Voilà. Voilà, C'est injuste. Mais il aurait mérité. Hein, Alors- son biographe, Dominique Lambert, Oui. dit qu'il il a été nobélisable. Hein. Alors, tout en faisant ça, on va revenir aussi sur nos rapports entre science et foi. Tout en faisant ça, le maître reste prêtre de la fraternité des Amis de Jésus. Oui. Il reste prêtre. Alors, c'est quoi cette fraternité des Amis de Jésus? Une fraternité sacerdotale, sûrement très typique. C'est une idée du cardinal Mercier. Donc en gros, il veut dans son clergé diocésain une élite, mais une élite de l'approfondissement, voilà, il va creuser la foi. Donc ce sont les amis de Jésus. Donc ils ont des exigences extrêmement fortes. Je pense que le cardinal Mercier a copié ça sur le modèle des chanoines réguliers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vie, ils ont l'office, ils ont aussi les vœux. C'est-à-dire qu'en fait, et ils ont une vie apostolique. Bon. Et bon, c'est une fraternité sûrement qui a aidé le maître toute sa vie. Il a été très très engagé dedans. Donc les vœux, c'est les mêmes vœux que les religieux. Alors c'est ambigu parce que ça veut dire finalement, c'est pas moi qui dis que c'est ambigu, hein, c'est le successeur, le cardinal Van Roy qui était le successeur de Mercier, bon, puis d'autres évêques belges. C'est ambigu parce qu'en fait c'est l'idée que la seule élite finalement c'est le religieux prêtre. D'accord. Ouais. Voilà. Mais bon, donc c'est quelqu'un qui a une vie de foi très très profonde. Peut-être pas hyper intellectuelle, mais une vie de foi très profonde, très riche. Très attiré par la spiritualité rhénane du XIVe siècle. Donc, un Innsbruck, mystique très complexe. Très grand. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Toute sa vie, il a été fidèle à ce parcours et certainement que à ses engagements à la fraternité qui est tombé, disons qu'il recrutait les gens un peu dans les séminaires, puis au moment du concile, ça s'est arrêté parce Mais que... ce qui est intéressant, c'est que justement, il est resté fidèle au point même de devenir presque un personnage officiel, puisqu'il est nommé par le pape président de la fameuse Académie pontificale. Donc c'est un grand scientifique, mais ça reste aussi un personnage de l'Église très officiel. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est nommé après l'affaire avec Pie XII. Hein, ce qui montre bien, que le pape a de l'estime pour lui. C'est pas Pie XII qui va le nommer, c'est Jean XXIII qui va le nommer président de l'Académie pontificale des sciences. Mais tout le monde dans l'Église a conservé une grande estime pour le maître. Alors justement, on va essayer maintenant de s'intéresser à ces rapports, ces fameux rapports de science et foi, et on va entendre cette fois-ci Georges Lemaître, qui parle dans une conférence qui s'intitule « La culture catholique et les sciences positives ». On écoute la voix, si j'ose dire, de Georges Lemaître. Le chercheur chrétien va librement de l'avant avec l'assurance que de sa recherche ne peut surgir aucun conflit réel avec sa foi. Peut-être a-t-il même un certain avantage sur son collègue incroyant. Le croyant a peut-être l'avantage de savoir que l'énigme a une solution, que l'écriture sous-jacente est en fin de compte l'œuvre d'un être intelligent. Donc que le problème posé par la nature a été posé pour être résolu et que sa difficulté est sans doute proportionnée à la capacité présente ou à venir de l'humanité. Cela ne lui donnera peut-être pas de nouvelles ressources dans son investigation, mais cela contribuera à l'entretenir dans ce sain optimisme sans lequel un effort soutenu ne peut se maintenir longtemps. Le chercheur chrétien sait que sa foi surnaturalise ses plus hautes comme ses plus infimes activités. Il reste enfant de Dieu lorsqu'il met l'œil à son microscope et dans sa prière du matin, c'est toute son activité qu'il place sous la protection de son Père des cieux. Lorsqu'il pense aux vérités de la foi, il sait que ses connaissances sur les microbes, les atomes ou les soleils ne lui seront ni un secours, ni une gêne pour adhérer à la lumière inaccessible, et qu'il lui restera, comme tout homme, attaché de se faire un cœur de petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà, alors là on voit bien que Georges Lemaître distingue, vous l'aviez dit Jean-Yves Rioux, deux voies. Il y a la voie du scientifique et puis il y a la voie de l'homme de foi. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il appelle ça les deux chemins vers la vérité. Alors, en fait, progressivement, il va
il va monter ça en mayonnaise. L'idée, c'est que la science, il y a un grand respect de la science. En fait, il est confronté à des scientifiques qui ne se posent pas des questions religieuses, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le côté, il lutte contre le concordisme et il lutte contre le discordisme, c'est ceux qui se séparaient totalement. Donc lui, en fait, il dit il y a deux voies qui sont autonomes, qui sont riches. Il y a un risque peut-être, mais ces deux voies, il ne les oppose pas. Et il dit en gros, il ne les oppose pas. Alors il ne dit pas qu'il va les résoudre, mais lui, en fait, si, selon son biographe, là, Dominique Lambert, en fait, il les résout dans l'action. Et quelque part, il le rapproche de Maurice Blondel, en fait, et la thèse de l'action. Bon, c'est assez intéressant, mais en gros, il dit, c'est dans ma vie de prêtre, etc., que je rejoins les deux voies. Bon, il y en a d'autres qui ont fait d'autres synthèses. Je pense à Teilhard de Chardin, mais Parce que justement, quelle est la différence entre ces deux voies et par exemple ce que dirait un Teilhard? C'est-à-dire Teilhard, en fait, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil au départ. C'est-à-dire que Teilhard respecte l'autonomie de la science et puis l'autonomie aussi spirituelle. Mais Teilhard tente une synthèse. Peut-être parce que c'est plus compliqué aussi dans les sciences de la vie. Tandis que là, et je ne suis pas sûr, je parle sous contrôle aussi là, mais je ne suis pas sûr que le chanoine Lemaître avait les instruments peut-être théologiques et philosophiques aussi pour faire la synthèse qu'a tenté. C'est très curieux, la synthèse qu'a tenté Teilhard. C'est très curieux, par exemple, Lemaître ne s'intéresse pas à Teilhard. Parce que on se pose. Mais c'est deux scientifiques, deux hommes de foi, ça pourrait. Mais Teilhard s'intéresse à Lemaître, et d'ailleurs, tu vas peut-être jouer un tour, puisqu'en fait, Teilhard, pour se défendre, il utilise Lemaître et à la Curie, c'est pas forcément très bien vu. Mais en gros, je trouve que Lemaître est très intéressant parce que ces deux voies respectent l'autonomie de chaque discipline, d'une certaine manière. Mais en même temps, lui va chercher à les rejoindre, au moins dans sa vie, et puis il n'exclut pas que d'autres puissent faire des synthèses. Il dit quand même un truc très fort aussi, il dit c'est pas l'astrophysique qui va révéler Jésus-Christ, il a raison, ou qui va révéler Dieu, c'est Jésus-Christ qui révèle Dieu. Donc il tient. Mais est-ce que le danger, c'est pas de dire l'intelligence est du côté de la science et la foi un peu bébête est du côté de la religion? Si, et juste pour dire, si, la chose que Benoît XVI, par exemple, refuse mais que le Concile Vatican a condamné, que le Concile Vatican II aussi a condamné. Oui. Donc en fait, c'est le fidéisme. En fait, non, je ne pense pas qu'on puisse taxer le maître de fidéisme. Il a ce souci de préserver les... Parce qu'il est aussi... En fait, le maître, c'est cette théorie des deux chemins, c'est la prudence méthodologique. Oui. Méthodologique et épistémologique. Comment vous la recevez, vous, cette théorie des deux chemins en tant que scientifique? Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Avec les invités de Régis Burnet, on parle de l'inventeur du Big Bang. Alors, bon, je dirais que c'est son chemin dans son contexte, mais je pense que c'était important pour lui, effectivement, étant donné le contexte dans lequel il vivait, de dire que clairement, il y a une méthodologie scientifique, il y a une façon de faire la science qui ne dépend pas de savoir si vous êtes catholique ou protestant ou juif ou non-croyant. Et que les scientifiques, sur la façon d'analyser, de découvrir le monde, finalement, et la réalité du monde, et d'essayer de la décrire au mieux, utilisent des méthodes qui, je dirais, effectivement, ne font pas l'hypothèse de Dieu. Donc ça, je trouve que c'est important de le rappeler, que le domaine de la science et le domaine de la foi sont deux domaines différents. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a, dans le cas de Georges Lemaître, je trouve ce qu'on a lu là est très beau, parce qu'en même temps, on voit bien qu'il est attaché à sa foi et que sa foi le fait vivre et qu'elle va intervenir dans sa façon ses relations avec les autres, dans sa façon de prier aussi, de porter son travail dans la prière. Oui. Donc ce n'est pas effectivement une séparation totale. Simplement, ce que lui ne veut pas faire, c'est effectivement ce qu'a fait un peu Teilhard, c'est-à-dire prendre les résultats de la science, prendre la révélation et essayer d'en faire une synthèse. Et je pense que ce n'est pas impossible, mais ça se situe à un autre niveau qui est plus un niveau métaphysique ou philosophique, où on sort du domaine de la science. Je pense que ce qu'il voulait montrer était important. Alors après, d'autres peuvent le vivre différemment. On peut aussi se dire, je réfléchis quand même sur les conséquences de ce que me dit la science, sur ma vision de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Dieu créateur, à partir
effectivement la science nouvelle parce que finalement on est surpris quand on regarde l'histoire de la science. Ça prouve science. aussi que le maître croyait à la fécondité de ses hypothèses, à la fécondité scientifique de ses hypothèses, et que c'est pas du tout le reproche de concordisme était absolument ou d'apologétique était faux. C'est-à-dire il croyait que un univers en expansion, l'atome primitif, c'était parfaitement fondé et que ça avait beaucoup d'importance au niveau scientifique. Et même il mettait le religieux là, c'est-à-dire qu'il dit qu'un scientifique est un chercheur de vérité, mais c'est un homme profondément religieux. Même s'il n'a pas encore accès à la révélation, c'est quelqu'un qui cherche la vérité est déjà quelqu'un religieux. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Finalement, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est la théorie du Big Bang ou est-ce que c'est la Genèse? Alors, je pense qu'il faut déjà justement revenir à la méthode. Oui. Voilà, la méthode scientifique, c'est donc d'essayer d'observer le réel et d'essayer de construire des théories en utilisant aussi des formulations à partir de mathématiques, de modèles mathématiques, pour essayer de rendre compte de ce qu'on observe. Donc, je dirais que dans la science, il y a un aspect description. On relie les différents effets les uns aux autres, mais on ne donne pas de sens ou d'interprétation. C'est-à-dire, on dit simplement les choses, ça s'est passé. Voilà, ça s'est passé comme ça, les choses ont évolué de cette façon-là, on peut trouver... Alors et en plus, c'est quelque chose qu'on peut toujours remettre en question par des nouvelles découvertes. Alors, la révélation à travers la Bible et la Genèse qui constituent les premiers chapitres, voilà, c'est écrit effectivement dans le temps par des hommes qui ont fait l'expérience de Dieu dans leur histoire et qui ont réfléchi sur qu'est-ce que voulait dire connaître Dieu. Et donc, ils essayent à travers... Alors déjà, c'est important de dire que dans la Genèse, il y a 2 récits de création. Oui. Donc, il y a le premier récit qui se passe en 7 jours, et puis un deuxième récit qui commence par la création de l'homme. Et ensuite, on voit les animaux sont créés en dernière fin. Donc déjà, le fait qu'il y ait 2 récits montre qu'il faut être prudent sur une interprétation un peu trop littérale. Oui. Donc là, voilà. Et ensuite, si on reprend... alors effectivement, le premier récit donne une histoire, mais là aussi, il y a des choses qui montrent bien que ce n'est pas scientifique comme nous, on le pense aujourd'hui. Par exemple, si vous remarquez, le Soleil et la Lune sont créés le 4e jour, alors que le 3e jour, on a la création de la Terre avec les arbres, les herbes. Donc on sait que ça s'est passé dans l'autre sens. Donc là, ça montre bien aussi qu'il faut être assez prudent quand on veut essayer de trop vite d'aller décalquer ce qu'on connaît aujourd'hui de l'univers, son évolution. Voilà. Donc quel est en fait ce que nous dit les textes de la Genèse? C'est plutôt pourquoi Dieu crée. Voilà, le premier texte nous dit sans cesse « Et Dieu vit que cela était bon ». Donc l'amour de Dieu pour sa création, la place de l'homme dans cette création, qui apparaît soit en dernier, soit en premier, mais justement à chaque fois, ça veut dire l'homme est important. Est-ce que ça veut dire l'homme à l'image de Dieu? Voilà. Donc je pense que les 2 discours, effectivement, nous disent des choses différentes. Et voilà, et en même temps, c'est la réalité de ce qu'on vit qui est importante. Le maître, dans sa jeunesse, a eu une tentation concordiste. C'est-à-dire quand il était jeune dans la guerre, il a tenté de mixer les 2. Puis après, dans son parcours, il a rencontré d'autres personnes et il dit qu'il s'en est sorti par l'exégèse symbolique. Alors là, je ne comprends pas bien, mais il a été fasciné par la figure de Blois. Léon Blois. Léon Blois, qui lui pratiquait Pourquoi une exégèse symbolique. Parce que je ne savais pas j'aurais plutôt pensé au Père Lagrange pour l'exégèse à cette époque et pas à Léon Blois. Mais non, je dis ça sous forme de boutade, mais c'est un personnage, Léon Blois. Et, voilà, enfin, le maître a été de cette période concordiste, il a gardé l'idée de l'importance de la lumière et son biographe dit très bien que finalement, ce n'est pas sans lien et sans rapport avec les théories qu'il a développées après, comme quoi tout n'est pas perdu. C'est intéressant cette idée que finalement la tension se résout dans l'action. Est-ce que ce n'est pas un faux problème en réalité? C'est un problème qu'on se pose de manière purement théorique, en se disant laquelle est vraie, laquelle est fausse, etc. Alors que pour un homme de science, c'est une question qui ne se pose pas. C'est sûrement, j'entends, mais alors, c'est sûrement vrai dans des sciences comme l'astrophysique, c'est certainement moins vrai dans les sciences de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un comme l'abbé Breuil, qui lui, contrairement à Teilhard de Chardin, alors c'est un contemporain aussi, Teilhard de Chardin ou le maître, lui, il fait profil bas. C'est-à-dire qu'on est en pleine crise moderniste. L'abbé Breuil, c'est un des grands de la préhistoire. Donc c'est un prêtre aussi et qui a fait avancer de manière considérable la science préhistorique.
l'abbé Breuil, il dit rien. Il laisse Teilhard se mouiller, après il essaie de se rapprocher de Teilhard, mais quand on a des découvertes comme celle de Breuil, de Teilhard, je pense qu'à un moment donné, on a envie de faire la synthèse. C'est quand même pas un faux problème. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui essaient de faire la synthèse. Le problème, c'est qu'il faut les instruments. Et comme vous disiez aussi, c'est dangereux parce que la science change. Alors des fois, il ne faut pas se battre sur des hypothèses qui peuvent être chassées, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'on a envie de dire, mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Mais je pense que la vraie question, c'est que l'homme a besoin de savoir quelle est son origine, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va devenir. Et même à travers l'étude de l'univers, finalement, qu'est-ce qui le passionne dans tout ça? C'est finalement de comprendre d'où il vient. Et est-ce qu'on peut dire que cette fameuse théorie du Big Bang, finalement, ne répond pas vraiment à cette question-là? Parce que souvent, les gens vous disent « j'ai la théorie du Big Bang, ça me suffit ». Oui, mais est-ce que c'est la théorie du Big Bang qui va vous aider à prendre vos choix importants dans votre vie, qui va vous aider dans vos relations avec les autres, qui va vous faire connaître vraiment qui est Dieu? Voilà, comme connaître son histoire, c'est important. Mais ce n'est pas simplement de connaître, c'est aussi de comprendre pourquoi telle chose arrive. Tout à fait d'accord. Puis un truc qu'on n'a pas bien dit peut-être, mais le Big Bang explique le commencement physique de l'univers, il ne dit pas la création, et le maître est un bon thomiste, hein, c'est-à-dire qu'il distingue le commencement physique de l'univers et la création. La création, c'est Dieu qui anime. Donc je veux dire, ce n'est pas parce qu'on pense que le Big Bang est fondé qu'on a la preuve de l'existence de Dieu. Oui. Hein, ça ne suffit pas. Oui. Voilà. Et à l'inverse, on n'est pas en train de décrire le geste créateur de Dieu. Oui. Et même inversement, on pourrait utiliser ces résultats pour dire finalement on n'a pas besoin de Dieu, on voit que le monde évolue tout seul. Oui. Et justement, ça c'est un autre point sur lequel Georges Lemaître faisait allusion, il parlait du Dieu caché. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne se révèle pas de façon très éclatante dans le monde créé. Hein, c'est plutôt le regard de foi qui nous fait reconnaître dans l'œuvre, j'allais dire, on parle de création, mais dans ce qu'on peut observer du monde, que Dieu est présent. Mais je pense que c'est, pour moi, là on passe à un autre niveau. Alors on a parlé de la raison, mais j'ai un autre point sur lequel j'aimerais bien dire un petit mot, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que de découvrir finalement toute cette organisation de l'univers, toute cette histoire. Il y a un moment où on passe effectivement de la compréhension à comme un émerveillement. Alors, on peut s'émerveiller devant la beauté d'un paysage, devant la beauté d'un ciel. On peut s'émerveiller de comprendre effectivement toute la subtilité, j'allais dire, de la façon dont le monde s'est développé. Et donc cet émerveillement touche quelque part quelque chose de profond en nous, qui est le désir de la vérité. Et je pense que pour un croyant, ça peut conduire vraiment à la louange de Dieu. Et moi, ce qui me frappe beaucoup quand je lis la Bible, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de psaumes de louange à partir de la création. Et moi, quand j'étudie un peu toutes ces découvertes scientifiques, je me dis, mais c'est merveilleux. Et vous-même, quand vous êtes avec vos appareils, vos alliages, vous êtes dans la chimie plutôt, c'est pas Dieu que vous montrez, bien entendu, mais vous êtes émerveillé? Alors, je suis émerveillée de voir qu'il y a une organisation, et puis cette confrontation que le réel est en face de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui invente les résultats que je trouve, je pars de ce que j'observe, et donc il y a comme une réalité qui est reçue. Voilà. Alors, ce n'est pas sur le moment où je fais mes expériences que je vais penser à tout ça. Hein. Je suis préoccupée de savoir si je vais arriver à comprendre, à trouver... si c'est la bonne équation, si c'est le bon... Bon, il y a un travail scientifique, c'est un travail assez complexe. Hein, puis on ne fait pas que découvrir des choses. Mais c'est quand on peut prendre un peu de recul et qu'on peut justement... non seulement sur le travail qu'on fait soi-même et sur tout ce travail qui est fait, moi je sens qu'il y a toujours comme un émerveillement intérieur en disant mais c'est magnifique de découvrir tout ça. Voilà, c'est peut-être pas au jour le jour dans le travail concret quotidien, mais c'est quand justement on peut prendre un peu de temps pour voir les choses à un autre niveau. Alors, on va terminer la vie de Georges Lemaître parce que on en a déjà parlé. Il y a cette présidence de l'Académie pontificale des sciences. J'aimerais que vous disiez deux mots sur cette académie parce qu'elle n'est pas toujours très, très connue. Et en fait, c'est une académie extrêmement sérieuse. C'est pas un jouet inventé par le pape Pie XI. C'est une des académies les plus importantes du monde. Tout à fait, parce que je pense que c'est l'académie, où il y a le plus de prix Nobel. Ils reçoivent des gens qui ne sont pas forcément des croyants. Hein. Donc c'est l'idée que l'Église apporte une estime très, très forte à la science. Et, donc c'est une académie pontificale, ça veut dire qu'elle dépend directement du pape. Donc en fait, l'Église n'a pas prise sur elle. Donc en fait, les gens travaillent, ils informent le pape sur les découvertes récentes de la science. Il y a même des gens, sauf erreur de ma part, puisqu'on vient de parler, il y a eu la béatification de Newman il y a peu.
Stephen Hawking qui a barré, je crois, la page du Times en disant Dieu n'existe pas. Alors lui, il y a une forme de discordisme là peut-être. Je crois qu'il fait partie à 95% sûr de l'Académie pontificale des sciences, qui montre finalement l'ouverture de l'Église. C'est-à-dire qu'on est capable d'accueillir des gens sur leurs compétences. Après, on ne leur demande pas forcément d'intervenir dans un domaine qu'ils maîtrisent moins bien. Et donc ça, c'est une bonne leçon. Donc ça, l'Académie pontificale, et le maître à la tête de l'Académie pontificale des sciences a toujours veillé effectivement à bien distinguer. Alors peut-être que trop, parce qu'au moment du Concile, Paul VI voulait que l'Académie pontificale des sciences intervienne. Pour faire un message, pour dire un message aux hommes de bonne volonté, etc. Et le maître n'a pas été très présent et très dynamique. Il a voulu répondre au pape, mais il ne savait pas trop comment intervenir. C'est peut-être dommage. C'est une académie en fait qui existe depuis le XVIe et qui a disparu très vite. Galilée en a fait partie, c'est l'Académie des Lynx, et donc c'est Pie XI qui l'a remise en chantier, et aujourd'hui elle est bien vivante. Ça prouve, puisque vous êtes aussi historien, que le fameux divorce entre la science et la foi est en train de se résoudre ou pas? Oui, mais moi je ne crois pas du tout à ce divorce. C'est des faux divorces. Je pense que les gens qui cherchent la vérité se retrouvent. Je ne crois pas du tout. Bien sûr. De toute façon, c'est pour ça, oui. Enfin, si, la question est importante, parce que je pense qu'il est urgent aujourd'hui, alors aussi parce qu'il y a une tentation créationniste, intelligent design, etc. Je crois qu'il est important de faire connaître des gens comme Georges Lemaître qui ont une réponse équilibrée, forte, intelligente. Voilà, enfin, c'est super important, oui, de faire connaître Georges Lemaître aujourd'hui. L'abbé Breuil aussi, et aussi Teilhard de Chardin. Moi, je suis surpris que, je l'ai peut-être déjà dit, mais je suis surpris que, bon, Teilhard de Chardin est extrêmement connu, on comprend pourquoi. Il a tenté une synthèse, ça a fait du bruit. Il a eu une vie un peu secouée à cause de sa synthèse, on est d'accord. Je ne comprends pas pourquoi Georges Lemaître n'a pas le même niveau de notoriété, le même statut. C'est quelqu'un de passionnant, donc j'engage à faire connaître Georges Lemaître. Oui. Vous aussi, vous diriez que le divorce science et foi, vous n'y croyez pas du tout? Pour moi, ce n'est pas un vrai divorce aussi. Voilà. Mais on peut quand même constater que ça animait beaucoup de débats. Oui. Et encore aujourd'hui, je pense que... Vous le rencontrez, vous, dans votre pratique quotidienne? Je dirais Parce que, pas. manifestement, vous ne le cachez pas. Enfin, vous portez une croix, vous êtes, vous passez dans une télé catholique. Je pense que les gens vont peut-être vous voir. Ça ne vous gêne pas? Moi, ça ne me gêne pas personnellement. Oui. Voilà, mais je sais que des fois, j'ai des discussions assez animées avec des collègues sur tel ou tel point. Alors, c'est vrai que je pense que c'est toujours pareil, c'est une question, on a des idées reçues, et ces idées reçues, on les garde de façon assez forte. Alors, donc l'affaire Galilée, ça reste toujours le point d'achoppement, en disant comment est-ce qu'on n'a pas compris, mais il faut le reconstituer dans le contexte de l'époque où... Ah oui, on vous reparle de l'affaire Galilée. Bah ça 400 ans après. Oui, non, mais c'est toujours quelque chose. Mais le maître disait que Galilée s'est trompé. C'est-à-dire qu'il avait mélangé tous les niveaux. Oui. Comme quoi. Mais bon, il a été réhabilité en même temps. Bon, oui. Mais c'est pour dire que quelquefois, il y a des événements comme ça qui gâchent un petit peu le dialogue. Je pense que quand même, on est plus dans une période d'ouverture parce que il y a une certaine époque où je dirais, le scientisme était important. On a l'impression que la science allait tout expliquer. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, on prend conscience que... Du danger de la science. Alors, il y a deux choses. D'abord que la science ne peut pas tout expliquer et qu'à chaque fois pose des nouvelles questions. Oui. Donc on n'a pas fini d'essayer de comprendre. Voilà, elle n'a pas forcément réponse à tout. Et puis alors effectivement, il y a le deuxième plan qui, j'allais dire, est le plan éthique. Qu'est-ce qu'on fait des résultats de la science? Parce que c'est vrai que les grandes découvertes finalement ont aussi des applications et de plus en plus. La science a des répercussions techniques dans notre vie de tous les jours. Et donc, effectivement, il peut y avoir toujours une crainte, mais est-ce que, finalement, la science va faire plus de mal que de bien? Alors ça, c'est toute la question éthique, et je pense que Georges Lemaître y avait été sensible. Il était intervenu à un moment sur un projet sur lequel il pensait qu'il ne fallait pas du tout que ça se fasse. Merci. Alors, donc, je rappelle le numéro de Histoire du christianisme magazine. Jean-Yves Rigaud, vous avez 10 secondes pour nous dire quelle est cette revue. Écoutez, c'est une revue d'histoire, c'est la seule qui essaie de faire partager l'aventure chrétienne. Donc j'engage évidemment tous ceux qui sont intéressés par l'aventure chrétienne, et puis tous ceux qui pensent que pour vivre au présent, il faut quand même des racines, à la rejoindre, à la retrouver. Merci beaucoup. Et puis, donc, je rappelle les 2 livres de Dominique Lambert dont vous avez parlé, qui est le biographe de Georges Lemaître. Un atome d'univers, la vie et l'œuvre de Georges Lemaître, qui est paru aux éditions Lessius. Et puis toujours de Dominique Lambert, l'itinéraire spirituel de Georges Lemaître, également aux éditions Lessius. Merci de nous avoir suivis.